C'est l'heure de la grande interview de Nadi Bouhana, directeur interministériel du numérique. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je disais que vous étiez le directeur du numérique. Je vais être un petit peu plus précise. Vous pilotez, vous coordonnez la transformation numérique des services de l'État. Mais peut-être on va revenir sur votre profil. C'est un double profil, à la fois de haut fonctionnaire et d'entrepreneur. Vous avez une dizaine d'années d'expérience dans la création d'entreprises. Ce qui vous fait un point commun d'ailleurs avec Mounir Majoubi qui vous a nommé à ce poste lorsqu'il était secrétaire d'État au numérique. Alors, avant d'aborder ces sujets que porte la direction du numérique de l'État, moi je voulais savoir, ces 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, quels souvenirs en gardez-vous et est-ce qu'aujourd'hui ça vous porte dans votre stratégie ? Bonjour Delphine Sabatier. Effectivement, j'ai un parcours mixte avec une dizaine d'années au sein de l'État, puis une dizaine d'années en tant qu'entrepreneur. Le fait d'avoir les deux regards... Et un retour. Donc, voilà, au sein de l'État. Le fait d'avoir les deux regards permet de relativiser un certain nombre de choses, effectivement. Et je pense que c'est un atout pour s'assurer que l'action du numérique est bien au service des citoyens et des entreprises françaises. Relativiser, c'est-à-dire ? Relativiser, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un pied dans l'économie réelle et un pied dans les politiques publiques. Et le fait d'avoir ces deux regards est très complémentaire. Alors, donc vous arrivez à la direction interministérielle du numérique en 2018, 2017, 2018. Et puis, il y a ce grand projet qui attend qu'on lui donne son coup d'envoi, c'est tech.gouv. L'objectif, c'est accélérer la transformation numérique du service public. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ? Quelle est la finalité ? On ne numérise pas juste pour le plaisir de numériser. Oui, tout à fait. Peut-être avant d'aborder tech.gouv, un mot sur les priorités gouvernementales, puisque l'action du numérique de l'État s'inscrit nécessairement dans ses priorités politiques. Donc la simplification pour tous les Français, mais également l'inclusion, être capable réellement d'accompagner les plus éloignés du numérique pour accéder plus facilement aux services publics, et également les personnes en situation de handicap, par exemple. Alors ça, on va l'aborder sur le rôle de l'État numérique. Ça, j'ai prévu des questions là-dessus. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Et donc, c'est vraiment ce cadre qui fixe l'action du numérique public. La direction interministérielle du numérique, la DINUM, c'est le capitaine d'équipe d'une certaine manière. Donc, on joue ce rôle d'animateur d'ensemble. On joue un rôle de cabinet de conseil interne également. Et puis, on est réalisateur, on conçoit, on opère des services. Et puis, on finance également des services numériques produits par l'État. Et donc le programme tech.gouv, c'est un programme à la fois de rattrapage et d'accélération. Rattrapage parce qu'il y a 2-3 ans de cela, nous étions grosso modo 16e nation européenne dans le domaine du numérique, donc assez loin de notre rang économique. Et donc on avait vraiment besoin de lancer un programme de rattrapage, donc de remise à niveau, et puis d'accélération, parce que sur tout un tas de sujets, l'identité numérique, la politique de la donnée, les infrastructures, nous avons la capacité de prendre un temps d'avance. Et ce programme tech.gouv, c'est 35 projets en 3 ans qui doivent produire des services très concrets et accessibles à tous les Français et aux agents publics. Le coup d'envoi, lui, a été donné récemment ? Mi-2019. D'accord. Et donc on a 3 ans jusqu'à mi-2022 pour produire ces différents résultats. Est-ce qu'on peut présenter, 2-3 grandes actions ? Oui, bien sûr. Un exemple, c'est France Connect. France Connect, c'est la capacité pour tous les Français de s'authentifier avec un compte unique sur l'ensemble des démarches administratives. Et puis de plus en plus également dans des démarches de tous les jours, dans la sphère privée. En 3 ans, nous avons atteint 22 millions de Français qui accèdent à leur service public grâce à France Connect. C'est également des démarches qui sont mises en qualité. Le point commun entre la prestation d'accueil des jeunes enfants, entre les déclarations de ruches, entre les demandes de bourse au collège, c'est une notation qui est donnée par les citoyens de plus de 9 sur 10. Et donc on s'est mis, un peu comme dans l'e-commerce, on s'est mis dans un dispositif... On peut mettre des étoiles ? Où on peut mettre des étoiles à la fin de son expérience numérique. Et ça permet d'orienter les priorités et les travaux des équipes informatiques de l'État. Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont plus difficiles que d'autres à relever ? Cette question de la qualité n'est pas simple, puisque la complexité du monde administratif et surtout l'étendue des services publics nécessite de traiter toutes les démarches les unes après les autres dans la sphère sociale, dans la sphère fiscale, dans la sphère culturelle, etc. Et donc c'est vraiment l'étendue de ce patrimoine
finalement qui est l'enjeu plus compliqué. Et puis nous avons également des enjeux de gouvernance avec un très grand nombre d'acteurs à mobiliser. Mais c'est un peu la même chose dans les grands groupes privés également. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans les grands groupes privés, le recrutement se fait de manière classique. On va chercher des talents, exactement la personne qu'on veut, au moment dont on en a besoin, a priori. Donc, cette transformation de l'État, elle va aussi passer par une stratégie RH, j'imagine. Oui, tout à fait. Effectivement, on ne peut pas réussir un aussi grand nombre de chantiers sans investir dans les talents et dans les expertises. Et d'ailleurs, c'est toute la question entre l'externalisation et l'internalisation qui a été traitée ces dernières années. On ne peut réussir l'externalisation que si on maîtrise, on comprend les concepts qui sont manipulés et qui ensuite donnent lieu à des partenariats avec les tiers. Et donc, depuis quelques années, nous investissons dans le développement de la marque employeur, nous investissons également dans vraiment le parcours des recrues pour donner envie aux experts finalement qui sont aujourd'hui en particulier dans les écoles ou qui sont employés dans les groupes privés, de leur donner envie de rejoindre les rangs de l'État. Donc d'internaliser des talents tech. Internaliser des talents tech, effectivement, et nous avons quelques arguments à faire valoir. Et en allez-y. particulier le sens des missions et le sens des projets qui sont proposés. Nous savons également aujourd'hui nous aligner sur les rémunérations qui sont proposées dans le privé. Nous sommes capables de donner des responsabilités beaucoup plus importantes, notamment à des jeunes diplômés, que ce qu'ils peuvent avoir dans le privé. Et puis, enfin, c'est quand même, je pense, c'est un très bel atout dans un CV d'avoir un passage au sein de l'État, même si on ne cherche pas à y faire toute sa carrière. Et donc, vous lancez régulièrement des appels à candidature. Moi, j'ai vu notamment une opération Commando UX. Tout à fait. On essaye de scénariser les recrutements, pas simplement de nous contenter de publier des fiches de poste et de les mettre à disposition. On scénarise ces recrutements et nous avons mis en place des dispositifs assez originaux de recrutement. Par exemple, effectivement, les commandos UX. Nous faisons appel à ce que l'on appelle des UX designers, donc des experts du parcours client et du parcours utilisateur. Nous leur proposons des défis et ils viennent nous rejoindre pour quelques mois et ils vont aller. Donc c'est un petit cachet, c'est une mission. C'est une mission plutôt courte, effectivement, de 4 à 6 mois. Et ces personnes vont ensuite aller aider les administrations qui ont du mal justement à produire un service facilement accessible par l'ensemble des citoyens. Nous avons fait la même chose avec les entrepreneurs d'intérêt général. Là aussi, nous publions des défis. En ce moment, nous avons un appel à défis qui est lancé, qui s'achèvera dans quelques jours. Donc nous publions des défis. Nous faisons appel à notamment des data scientists du privé pour venir relever ces défis. Et dans quelques mois, nous espérons avoir des résultats très concrets. Je vous donne peut-être quelques exemples de défis qui ont été lancés par le passé. La résorption des bidonvilles, l'ouverture des données pour l'ensemble des flux financiers des Jeux Olympiques de 2024, le traitement des conflits d'intérêts dans le domaine médical, ou encore ce que l'on appelle monitor fish. Donc ça, c'est le contrôle des activités de pêche. Voilà, donc c'est quelques exemples très concrets où on a besoin d'expertise externe pour nous aider à réussir ces projets. Tous les fans de programmation nous écoutent et peut-être postuleront, seront candidats à votre commando UX et autres. Il y a des brigades d'intervention numérique. Tout à fait. Un exemple sur les brigades d'intervention numérique. Le président de la République a annoncé que les étudiants pourraient bénéficier d'un soutien psychologique après quelques événements dramatiques qui ont eu lieu ces dernières semaines. 3 semaines après, cette brigade d'intervention numérique qui a été constituée dans ma direction a mis à disposition ce que l'on appelle le chèque psy étudiant, donc la possibilité pour des étudiants d'accéder à des psychologues avec 3 visites qui sont prises en charge intégralement et sans reste à charge pour ces étudiants. Donc brigade, ça veut dire c'est des interventions sur des urgences en fait. Sur des urgences, c'est des équipes que l'on parachute très rapidement. d'une certaine manière, effectivement, sur des projets sur lesquels les résultats doivent être atteints très rapidement. Bon, alors vous êtes sur Bismart, donc une chaîne où l'économie compte. Est-ce qu'un État numérique, c'est un État plus économe ? Alors, la dimension économique est fondamentale dans ce que l'on fait. Le numérique permet effectivement de produire des gains de productivité. Et c'est vraiment un des enjeux que l'on essaye de relever. Mais ce n'est pas le seul, évidemment, puisque à côté des gains de productivité, on a vraiment le sujet de l'amélioration de la qualité du service public qui guide
les hommes et les femmes de l'État. Et c'est vraiment ce compromis à trouver en permanence entre un service de meilleure qualité et un service qui coûte moins cher qui est au cœur des stratégies numériques de l'État. Bon, je d'équilibriste. Le numérique aussi, vous l'avez dit d'ailleurs ce mot de gouvernance, mais ça modifie justement une gouvernance au sein d'une organisation quand on intègre des technologies qui modifient le quotidien des utilisateurs, mais aussi de ceux qui les produisent. Qu'est-ce que ça change au sein de l'État en termes de gouvernance ? Je vois deux impacts majeurs en matière de gouvernance. Il y a le sujet de la gouvernance interne. Effectivement, il y a une vingtaine d'années, l'informatique, c'était plutôt des sujets de soute, des sujets très, très opérationnels et très loin des sphères de décision. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Les ministres, l'état-major de l'État se saisit de ces possibilités numériques pour changer la manière de produire du service public. Et ça nécessite effectivement en permanence d'agglomérer des expertises qui regroupent les métiers, qui regroupent les questions de relations aux citoyens, les expertises techniques, et donc ça étend considérablement le réseau d'intervenants. Et un des enjeux majeurs de ma direction et un de mes travaux au quotidien, c'est justement d'essayer de jouer ce rôle d'assemblier des expertises. Mais c'est pas plus horizontal, on arrive à quelque chose de plus horizontal. Est-ce que vous disiez que vous promettiez plus de responsabilité aussi oui. aux jeunes talents tech ? C'est à la fois plus horizontal parce qu'on a besoin de mobiliser beaucoup plus de monde, mais on est obligé de trouver des îlots de liberté, des îlots d'autonomie, parce que sinon, en fait, ça ne fonctionne pas. On rentre dans une organisation très pyramidale, et là, vous ne produisez plus les services dans les bons calendriers attendus. Mais un autre enjeu de la gouvernance, ce n'est pas uniquement l'enjeu interne au sein de l'État, c'est aussi toute la relation avec la société civile. Et par exemple, ce que l'on fait avec l'ouverture de la donnée, donc la transparence de l'action publique, la transparence sur les données, c'est en fait une réelle lutte contre la désinformation, c'est une lutte contre le complotisme. C'est aussi une mise à disposition des données pour que des tiers s'en saisissent et produisent des services à valeur ajoutée. Un service comme Covid Tracker, par exemple, qui a été produit par un jeune développeur sorti d'école, Guillaume Rosier, il est possible uniquement parce que l'État met à disposition des données et les met à disposition très largement pour que d'autres s'en saisissent. Donc là, vous abordez la question effectivement du nouveau rôle et de la place de l'administration au sein de la société. Tout à fait. On ne peut pas faire abstraction de cela. En fait, l'État ne fonctionne pas en vase clos. On a vraiment besoin en permanence d'avoir ces échanges avec la société et avec la société civile, les entreprises, les associations, les personnes, pour inventer des nouveaux services. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, bien tenir compte de leur perception de ce que l'on fait. Ce que l'on appellerait un retour client dans une entreprise, c'est vraiment fondamental désormais d'écouter la manière dont nous sommes perçus, ce que l'on produit, pour l'améliorer au quotidien. Et il y a la question aussi de l'inclusion, puisque l'État doit s'adresser à tous, et le numérique pose régulièrement cette question, comment faire pour qu'il soit véritablement inclusif ? Oui, c'est un réel enjeu. Il y a une formule pour cela que l'on essaye de suivre, c'est du numérique pour tout et pour tous. C'est-à-dire que on l'a vu. Il y a des populations qui ont du mal à utiliser les services publics quand ils passent en 100% numérique. Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer en 100% numérique. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Il faut rendre possible l'accès aux services publics par le numérique, mais il ne faut pas que ça devienne une obligation. Et c'est les stratégies omnicanales, donc la possibilité de mettre à disposition de l'accueil téléphonique, de mettre en place des points de présence physique. C'est ce qu'a fait le gouvernement avec les espaces France Service, par exemple, qui permettent de mettre à disposition de tous les citoyens dans les territoires des points de présence physiques. Alors avec le Covid, c'est toujours compliqué d'assurer cette relation, mais c'est vraiment un enjeu majeur. Vous n'avez pas, pour une raison X ou Y, envie ou la possibilité de faire vos démarches en ligne, vous devez avoir la possibilité de le faire autrement. Et c'est vraiment cet équilibre qui est important. Ça, c'est quelque chose qui va perdurer, qui reste dans votre feuille de route. Alors, on arrive déjà pratiquement à la fin de notre rendez-vous, mais je voulais quand même vous poser la question de la souveraineté numérique qui est au cœur de toutes les discussions dans Smart Tech, je crois. Déjà, quelle est votre définition de la souveraineté numérique ? La souveraineté numérique, pour moi, ce n'est pas un sujet de nationalité et ce n'est même pas un sujet d'alignement des priorités ou des intérêts. Je pense que pour l'État, c'est le fait de pouvoir choisir ses dépendances. Donc c'est de savoir et de choisir avec qui on travaille et d'en changer.
Et c'est vraiment cette question de la réversibilité. Est-ce que l'État ouvre son carnet de commandes suffisamment, à votre sens, à la French Tech, aux startups françaises? Comme vous disiez en introduction, la question des PME françaises et européennes m'est particulièrement chère, hein, pour avoir fait ce parcours. Je peux vous dire qu'effectivement, nous travaillons en étroite liaison avec les éditeurs logiciels, avec les opérateurs français et européens. Et d'ailleurs, durant toute la crise sanitaire, les services numériques ont été lancés, ont quasiment tous été lancés en partenariat avec des PME. Donc vraiment des acteurs de niche, très pointus sur leur domaine, qui sont capables d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'État. Une place pour l'open source aussi? L'open source est évidemment un enjeu fondamental. Alors, ce n'est pas un objectif en soi, l'open source, hein, c'est un moyen pour atteindre les sujets d'autonomisation ou de souveraineté numérique. Et donc c'est vraiment un bon équilibre à trouver entre l'ouverture du logiciel, mais aussi de l'appui sur des industriels français et européens qui partagent les mêmes valeurs que nous et surtout qui, à l'heure du cloud, hein, c'est un enjeu majeur, qui donnent accès aux données et qui ne les verrouillent pas. Et c'est vraiment ça que l'on essaye de regarder. Alors, on arrive à ce moment du grand entretien où je vais vous poser des questions très rapides. C'est l'interview express dans Smartech. Vous répondez aussi vite que possible, exactement comme la longueur de ma question. Vos rêves? Immédiatement, reprendre le volleyball, le ski et un restaurant entre amis. Ah, je partage. Vos peurs? Je pense que le lien social s'est délité et s'est considérablement dégradé depuis le début de la crise sanitaire. Ma peur, c'est que ce soit irréversible ou qu'on mette des années à retrouver un mode de vie convivial. Est-ce que vous avez une idée fixe? Une idée fixe, oui. J'irai laisser un monde meilleur à mes enfants. Le futur, vous l'imaginez comment, justement? Moi, je suis un grand fan des frères Wachowski et donc du film Matrix. C'est un futur possible. Je pense qu'il faut qu'on fasse en sorte qu'il n'arrive pas. Prochaine révolution dans le service public, ce sera? Je pense que c'est plus large que le service public. Pour moi, la prochaine révolution, c'est la fin du salariat. Et donc, c'est les nouvelles méthodes, les nouvelles modes d'organisation des entreprises et peut-être du service public. Merci beaucoup, Nadi Bouana, directeur interministériel du numérique, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de la grande interview et de son finish express. Je sais que vous ne pouvez pas rester avec nous, mais j'espère que vous regarderez quand même la séquence depuis chez vous. À suivre, c'est notre rendez-vous dans l'espace.